Bienvenue au Steampunk 101. Allô. Bon, aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'est le steampunk et répondre à toutes vos questions. Parce qu'on sait tout. Comment fait des bébés? Qui êtes-vous et comment êtes-vous devenu steampunk? Alexandre? Bon, moi c'est Alexandre Adam, comme tu peux voir là. Moi, en fait, je suis un amateur de tout ce qui est fantaisiste et j'ai fait du jeu de rôle en grandeur nature pendant des années. Et j'étais bien intéressé par l'esthétique steampunk, mais pour moi, un costume, ça servait à jouer un personnage dans un jeu de rôle. Fait que je voyais comme pas l'usage d'un costume steampunk. Et à un moment donné, un de mes amis m'a dit je m'en vais à une convention steampunk au printemps prochain. Ça prend sujet à l'écoute. Ben oui, cool, j'ai un excuse, je me mets un costume. J'ai passé l'hiver à fabriquer cette machine-là. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé. Je suis vraiment juste un amateur, je fais ça pour le fun, ça n'a rien à voir avec ma job. C'est vraiment juste parce que j'aime ce que ça fait. Et François? Moi, c'est François Renaud. Effectivement, je suis un peu comme Alexandre, je suis un amateur enthousiaste et fini. J'ai toujours été attiré par le victorien depuis longtemps. Puis, mais j'ai un petit côté gadget. À un moment donné, ça me tentait de mélanger la technologie dans un casing, dans un enrobage victorien. Puis je cherchais de l'inspiration pour faire des trucs. Puis je suis tombé sur le mot Steve. Je me suis dit, ah, c'est ça, j'aime. À partir de là, j'ai commencé à m'en faire un peu pour moi-même. Puis j'ai fini par tomber sur d'autres zigotos un peu comme moi, là, qui ont fait sur l'ensemble de l'histoire. Mon nom c'est Daniel Proulx. Je suis un designer steampunk. Je fabrique surtout des bijoux steampunk et des sculptures. J'ai commencé ça un peu par hasard. J'ai commencé à faire des bijoux. J'ai quitté ma job. J'ai un peu tanné de ma job. Je l'ai laissé là. Et un jour, un de mes amis m'a dit ce que tu fais, ça ressemble à du steampunk. J'ai dit what the hell is steampunk? J'ai été sur Google, j'ai checké ça, puis j'ai vraiment aimé le steampunk. À partir de là, ça m'a vraiment inspiré à faire une ligne de bijoux steampunk. Le premier bijou steampunk que j'ai mis sur Internet, il s'est vendu en 24 heures. Fait que là, j'ai fait, oups, comment j'ai fait ça? Il fallait que je le reproduise puis que j'en fasse des similaires, c'était pas évident. Mais j'ai persévéré, puis pas longtemps après que j'ai commencé à faire du steampunk, il y a un artiste reconnu aux États-Unis qui s'appelle Art Donovan, qui a vu mon art et qui m'a invité à faire partie de la première exposition steampunk au monde, qui a eu lieu au Musée d'Histoire des Sciences à Oxford. Et à partir de là, bon, j'ai continué à faire du steampunk, des créatures, des sculptures. Et aujourd'hui, je fais ça professionnellement, puis j'en vis. Wow! Quelle est votre définition du steampunk, Alexandre? En fait, définir le steampunk, c'est à peu près le sujet sur lequel les steampunks aiment le mieux s'ostiner. Donc c'est un peu difficile, mais après en avoir parlé avec pas mal de monde, en général, quand on dit que c'est en gros de la science-fiction victorienne, il n'y a personne qui grince trop des dents. C'est un peu l'inspiration de base. Un peu tout le monde s'est inspiré à la base de Jules Verne, de H.G. Wells avec 20 milieux sous les mers, la machine à remonter le temps. Mais ça, c'est le côté steam. Il y a le côté punk qui est mis un peu plus du côté fait maison. Contrairement à ce que les gens pensent, punk, ça ne veut pas juste dire avec des cheveux pointus, là, les punk, ceux qui fabriquaient ces trucs, faisaient leurs bijoux, leur linge, leur musique. Et c'est un peu ce qu'on s'approprie. Donc on s'inspire du victorien et ou de l'âge de la vapeur. Et on met un peu de trucs anachroniques à travers de ça. Et on crée avec ça. Oui, puis aussi, quelque chose, le steampunk, on le définit, mais à un moment donné, arrêtez de définir le steampunk et faites-en du steampunk. Puis aussi, le steampunk, le mot steampunk, lui, il est parti, c'est un auteur qui s'appelle K.W. Jeter, qui est un écrivain, qui écrivait des éditionnades. Les éditionnades, c'est des histoires d'inventeurs qui inventent des machines folles, qui peuvent, par exemple, voyager dans le temps, ou qui ont toutes sortes d'effets spéciaux dans leur garage. Et il n'y avait pas de nom pour qualifier ce genre-là. Et c'était aussi un écrivain qui connaissait le cyberpunk. Donc il a dit, bon, il n'y a pas de nom pour ça, pourquoi pas appeler ça le steampunk?
Et aujourd'hui, le steampunk se définit par le mouvement littéraire et les artistes s'inspirent de ce mouvement littéraire-là pour concrétiser les pièces et les gizmos et toutes les choses qui ont lieu dans ces histoires-là. Donc, Jules Verne et H.G. Wells qui sont les pères du steampunk. Si on demande à un Français c'est qui le fondateur du steampunk, il va dire Jules Verne, mais si on demande aux Américains ou aux Anglais, c'est H.G. Wells. Un genre de science-fiction qui implique typiquement de la machinerie à vapeur plutôt que de la technologie avancée. C'est une définition avec laquelle plusieurs s'entendent aussi. La définition du dictionnaire de Oxford. Ouais. Pourquoi le steampunk est-il si populaire, François? Le steampunk, je pense, ça rejoint beaucoup les gens à notre époque parce qu'il y a une recherche. Il y a une recherche de cette esthétique-là qui, en fait, on vit dans une époque où la technologie avance très, très, très rapidement. Ça peut être assez difficile même de suivre, de rester à jour avec l'avancée de la technologie. Puis en même temps, cette technologie-là est assez humaine, assez déshumanisée. Toutes les clés USB sont vraiment pareilles, tous les ordinateurs sont faits pareils. Les gens vivent avec la technologie, sont impliqués là-dedans, mais en même temps, ça a un aspect qui est très froid, qui est très inhumain. Le steampunk remet de l'humanité, remet une chaleur au niveau esthétique, ça remet quelque chose de plus humain dans l'aspect technologique. C'est un des aspects qui attire beaucoup les gens au niveau du steampunk, c'est d'être capable de remettre cet aspect-là humain, d'amener même un certain humour dans les trucs qu'on fait, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des gadgets. Pour les questions? On va attendre, ok, c'est bon. Ce qui fait que ça tire beaucoup. Un de tes câbles est offset, je pense. Je pensais que c'était un effet, genre UV que tu avais mis dans ton ordinateur. Effet steampunk. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le steampunk? Bon, il y a beaucoup de choses à aimer dans le steampunk parce que le steampunk, ça va toucher presque toutes les sphères de notre vie, dans l'art, la littérature, la mode, les films, le cosplay. Tout peut s'appliquer au steampunk, dans la musique, dans les gadgets, les gizmos, la science-fiction, l'histoire, l'ère victorienne. Il y a des événements steampunk, il y a beaucoup de monde qui font ça à saveur steampunk, l'esthétique, la musique, les bandes dessinées et bien sûr les bijoux. Donc, voici un exemple de mode, cosplay steampunk. Ça, été fait par une designer québécoise de Montréal qui porte de mes bijoux. Shameless plug. Oups. Et il y a plusieurs films aussi, des animés steampunk, dont The House Moving Castle, qui est très, très, très steampunk. La Cité des enfants perdus de Genève en 1992, avant même que le thème steampunk prenne la popularité, c'en était carrément. Et aussi Wild Wild West, la série originale. C'est meilleur que le film. Et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ça aussi, la série originale est meilleure que le film. Ah oui, j'ai oublié Warehouse 13, une série aussi qui est moderne, qui a des éléments steampunk et une des actrices porte un bénéfice. Il y a aussi de l'art, bien sûr, des sculptures, un des livres où cette sculpture-là est dedans. Après ça, Abney Park, un band steampunk très, très, très populaire aux États-Unis. C'est vraiment je pense, le band icône steampunk international le plus reconnu. J'en fais aussi à peu. T'as pas tes bijoux? Et Jardin Mécanique, un band de Montréal, qui est très, très théâtral. C'est très intéressant. Tu peux en parler? Ben, c'est intéressant parce que on compare les deux. Tu sais, quand on dit que la définition est très large, Abney Park vont chanter, vont parler de Airship Pirate, vont parler de Goggles et c'est vraiment comme du steampunk actif. Les Jardins Mécaniques vont jamais aborder des thèmes de même, mais tu vois leur show qui est excessivement théâtral, je vous le recommande fortement, c'est vraiment fantastique. Je l'ai vu, je pense, 5 fois, puis la prochaine fois que je sais qu'il passe, je retourne.
Ils sont vraiment fantastiques, c'est des personnages, c'est un opéra rock complètement. Puis c'est des gens d'ici, fait que c'est vraiment le fun. Et c'est un thème complètement différent, mais tu les vois, puis c'est 100% steampunk quand même, puis il n'y a à peu près rien en commun. Et les deux sont 100% steampunk. C'est vraiment intéressant de voir que ça peut vraiment couvrir large. C'est pour ça que c'est difficile à définir. Dans une de leurs chansons, ils fabriquent des zombies dans une usine à l'horreur. Il y a bien sûr la littérature, plusieurs livres. La série Léviathan, Scott Westerfield, c'est de la littérature jeune adulte, Bone Shaker. Il y en a de plus en plus en fait, de livres qui sortent au niveau de la littérature. Pratiquement, il y a des livres qui sortent à toutes les semaines dans Steampunk, dont un qui va sortir le 1er décembre pour ma fête, ça s'appelle Steampunk Jewelry. Et annoncé dans les mangas, dans les animés, dans les bandes dessinées de plus en plus. La qualité, c'est pas toujours au rendez-vous, mais il y a quoi de trouver d'intéressant. Il y a vraiment plus d'animés qui sortent de temps en temps. Là. C'est sûr que ça a pris du temps. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'animés, mais là, ça commence à sortir tranquillement. Quelle est l'importance du mot punk dans le steampunk? Ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt, j'étais un petit peu en avance, mais c'est vraiment ce côté-là. Le monde voit, quand ils voient steampunk, ils comprennent le steam. C'est facile, c'est les goggles, c'est les chapeaux aux pommes, c'est la machinerie, les gears, tout ça, les corsets. Mais c'est tout aussi important. Je dis souvent que la seule manière que tu peux manquer ton coup en faisant un costume steampunk, c'est de l'acheter dans une boîte vendue sur laquelle il est marqué steampunk. Parce qu'il faut créer quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de fait maison. C'est clair que c'est pas tout le monde qui est capable de bâtir n'importe quoi. L'idée, c'est d'adapter à ce que vous êtes capable de faire. Et dès qu'il y a un côté créatif dedans, déjà, c'est bon. Que ce soit unique. Je pense que c'est bien important. On voit d'ailleurs dans les images là, les influences d'origine cyberpunk de ça. Même si, ce que je trouve le fun aussi, c'est que des fois, tu sais, quelqu'un, c'est le fun de s'habiller de façon différente et originale. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici, clairement, qui n'ont pas de problème avec ça. Mais, tu sais, si tu arrives à plutôt punk, avec des pics, tout ça, le monde va peut-être un petit peu avoir peur de toi. En steampunk, le monde n'a pas peur de toi parce que oui, t'es bizarre, mais d'un autre côté, t'es habillé plus chic que les autres étaient à leur mariage. Ça déstabilise le monde, mais ils n'ont pas peur en général. Fait que c'est le fun, ça ouvre. Des fois, les gens vont venir, tu sais, je suis déjà venu à des conventions comme ça, puis les grands-mères qui viennent te voir et disent c'est beau ça, c'est quoi là? C'est le fun, ça permet de rejoindre les gens. Il faut dire que si tu prends un punk et tu l'habilles bien, ça fait un steampunk aussi. Pourquoi les goggles et les engrenages et quels sont leurs rôles? Le steampunk, évidemment, trouve son origine un peu dans l'époque victorienne. C'est une époque où il y avait des grosses avancées en technologie, en industrialisation. Puis l'engrenage, c'est un peu l'espèce de symbole de la machinerie lourde, des grosses locomotives, les moteurs de bateaux, les immenses machines, les pompes, les mines, etc., fonctionnent tout avec des gros engrenages, des pistons, des choses comme ça. Le goggle est un peu le symbole, la symbolique de ça, mais il ne faut pas s'arrêter. Excusez pas les goggles, les engrenages, c'est un peu la symbolique de ça, mais il ne faut pas s'arrêter juste aux goggles qui sont rendus maintenant quasiment juste une affaire de décoration. Pour les goggles, ça c'est autre chose. Les conducteurs de train, les passagers des premiers trains, les wagons n'étaient pas au couvert. Fait que la canne et la suie qui s'échappait des cheminées, tout le monde avait ça dans le visage en arrière. Fait que les gens mettaient des goggles pour être capables de voir quelque chose en sortant du train. Les premiers avions aussi de la Deuxième Guerre mondiale, genre les biplans, il n'y avait pas de carénage autour des moteurs. Fait que quand les moteurs tournaient, il y avait l'huile qui volait en arrière. Fait que les goggles, les grands écharpes, c'est pas pour faire court, c'est pour se nettoyer les lunettes, être capable de voir en avant. Dans un monde steampunk où tout fonctionne avec le charbon, c'est sûr que les goggles, c'est très utile. Mais aussi pour... Moi, une chose que je veux dire qui est importante, c'est que j'ai déjà vu quelqu'un qui me parlait d'un costume qu'il était en train de faire, qui venait me voir après un panneau, qui disait j'ai un costume, il n'est pas matin, mais je pense pas qu'il est steampunk parce qu'il n'y a pas de gear dessus puis j'ai pas de goggles. Erreur monumentale. Oui, c'est une façon rapide et facile de faire steampunk et ça peut être très cool, mais on n'est pas obligé d'en avoir. Il y a moyen de vivre sans. Les engrenages sont des fois surutilisés. C'est beau, j'adore les engrenages, je trouve ça super beau, j'en mets un peu partout. Mais je pense que c'est plus fun quand soit ils servent d'emblème,
clairement sont utilisés pour symboliser quelque chose, un peu comme François disait, ou qui sont intégrés dans ce qui au moins semble être un mécanisme. Soit il y en a plusieurs, on a l'impression que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner un peu comme ce que j'ai fait sur mon bras ici, comme si c'était une partie du mécanisme qui était visible, mais il ne faut pas aller overboard et en mettre partout juste pour en mettre partout. Là. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube, une parodie qui s'appelle Just glue some gears on it and call it steampunk. Et c'est des gens qui prennent des claviers d'ordinateur normal, qui collent 5-6 gears dessus, et disent on va le vendre 100$ sur eBay. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu, des fois, un problème. Mais quant à moi, c'est pas un problème de coller des gears sur quelque chose pour appeler ça steampunk. Dans Just glue some gears on it and call it steampunk, le mot qui est le problème, c'est just. Si on fait d'autres choses aussi, c'est parfaitement correct. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Oui, puis aussi, quand vous fabriquez des choses steampunk, porter des goggles, ça vous protège. Quand on travaille le métal, le bois, avec des dremels, des scies, des pliers, ça va avoir de quoi se protéger les yeux. Et ça m'est déjà arrivé d'essayer une partie d'un costume steampunk que j'étais en train de faire, pour ceux qui me faisaient, d'essayer mes goggles, et là, j'avais quelque chose à réparer, puis là, je me mets à travailler sur ma machine, puis là, je m'arrête, puis je dis, je suis habillé en steampunk avec des goggles steampunk en train de faire une machine steampunk. Je devrais peut-être prendre un break. Pourquoi se forme-t-il autant de communautés steampunk? Ben, en fait, surtout au début, le steampunk, c'était pas très connu. Donc, la seule façon de pouvoir rencontrer des gens qui aussi ont le même intérêt, c'est de créer des groupes. Donc, les gens allaient sur des forums, même en Angleterre, des forums comme Brass Google, qui était un des premiers forums steampunk. Puis, c'est là que le monde se rencontrait, puis ils coordonnaient des événements pour pouvoir se rencontrer en personne. Et avec la force des choses, ben, ça a créé des communautés. Il y a d'autres raisons pourquoi les communautés se sont formées aussi et pour lesquelles elles sont importantes. Ben, c'est sûr, l'aspect communautaire dans ce steampunk est très important. À la base, on aime beaucoup, on est des, entre autres, c'est pas Montréal, mais un peu tous les groupes, on est des groupes ouverts, on aime échanger nos idées, partager nos trouvailles, donner nos trucs, on ne garde pas nos affaires cachées, secrètes, puis tu ne connais pas mon secret. Au contraire, on est plutôt à partager vraiment toutes les choses. D'être capable aussi d'échanger des idées. Mais puis tout cet aspect communautaire-là, ça rejoint aussi des communautés où les gens discutaient de science-fiction dans les années 30-40 avec des magazines comme Popular Mechanics ou des choses comme ça. Les gens s'échangeaient, ont fini par développer, ça a été un berceau pour beaucoup d'auteurs de science-fiction. Puis cette espèce de façon-là de rester de continuer à partager les choses. Maintenant, c'est l'Internet qui a pris la relève, tout le courrier des lecteurs. C'est ce qui fait que par l'Internet, les gens sont capables vraiment, sur des distances incroyables, presque instantanément d'échanger des idées. Quels sont les avantages et les inconvénients à ce que le steampunk devienne plus mainstream? Il y a du très bon et du très mauvais. Le plus gros problème, quant à moi, c'est le fait que c'est facile de perdre le punk de vue quand du monde commence à vouloir te le vendre déjà tout fait. Et moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle je fais des panneaux. Parce que le steam est facile à voir, mais le punk, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un morceau important. Je pense que c'est important. L'industrie va toujours être portée à essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas capable de le faire et que vous êtes obligé de leur acheter. Et dans bien des cas, c'est pas vrai. On est moins con que ce qu'ils essaient de nous faire croire. Et on est capable de se faire nos choses nous autres-mêmes. On peut acheter des morceaux de ce qu'ils font, mais on est capable de créer. C'est ça l'intérêt du steampunk, c'est de l'inventer, de le créer, de le modifier. Et évidemment, plus il y a de monde qui embarque, qui essayent d'en faire, plus il y a de monde qui vont manquer leur coup et qui vont faire des affaires un peu moches. Par contre, plus c'est connu, plus on va aller rejoindre des gens qui vont faire des choses fantastiques et qui n'en auraient pas entendu parler si ça ne s'était pas devenu un peu plus mainstream. Fait, il y a du bon et du mauvais. C'est sûr que quand l'industrie essaye de le récupérer, il arrive des trucs fantastiques comme là, Prada qui commence à avoir des lignes qui commencent à s'inspirer du victorien.
l'hiver 2012. Automne 2012, c'est quand même tout récent. Des choses un peu plus... Ah. Ouais, mais quand même, il faut dire que l'artiste qui a fabriqué le gant que Justin Bieber porte en ce moment, c'est le même artiste qui a fabriqué ce que je porte en ce moment. Et ça l'a aidé énormément. Donc, ça a fait de la publicité. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est qu'un peu la communauté a fait « et a dit ça va ruiner le steampunk. Et on s'est dit à l'artiste, ben, t'es un vendu, t'as fait un bras mécanique pour Justin Bieber, tout ça. Mais il faut qu'il vive, cet artiste-là. Il y a des billes à payer. S'il y a une opportunité comme ça de pouvoir vendre son bras mécanique à n'importe qui, il s'en fout. Il a besoin de payer son loyer à fin du mois. Et il y a probablement beaucoup de gens qui ont vu ça, en fait, hey, c'est cool, comment ça s'appelle, qui ont cherché, qui ont vu ça, qui ont fait, hey, c'est fantastique, je vais m'en faire. Fait que ça a collaboré. C'est sûr que Justin Bieber n'a rien à foutre du steampunk, mais puis c'est sûr que s'ils se mettent à nous faire des bras en plastique de Justin Bieber et à nous les vendre en série au Toys R Us, non, ça c'est moche. Mais ça a rajouté de la visibilité, fait il y a du bon et du mauvais. Probablement que les gens qui ont fait ça l'ont fait parce que bon, ben, c'est un truc qui pogne, on va faire du cash avec ça. Les motifs n'étaient probablement pas les bons, et ça va avoir certains effets positifs aussi, même si ben, le produit en soi n'est pas nécessairement le plus souhaitable. Et voilà. Ça, c'est Oh! Là, on parle. Là, on parle. C'est sûr que, oui, il y a l'esthétique Goggle, l'esthétique Gear, etc., du set de Network. Mais il ne faut pas oublier non plus que pour leur album Clockwork Angel, le groupe s'est associé avec un auteur de science-fiction, Kevin Anderson, qui est très connu dans le milieu. Ils ont fait toute la thématique de l'album autour d'un personnage, d'une historique d'inspiration steampunk. Puis l'auteur de science-fiction a fait le roman complet qui va avec ça. Donc il y a une démarche quand même songée autour de ça. La musique, c'est du grunge. Quand on écoute ça, on est tout à fait dans les bons repères du groupe. Mais l'idée quand même intéressante, puis c'est pas juste Do Some Gears on It, c'est vraiment là, il y a tout un thinking en arrière de ça. Puis ça, la communauté l'a accepté, l'a trouvé tout à fait correct. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence dans le steampunk? Venez nous voir, par exemple. Moi, les autres conseils que je donne toujours, et ceux d'entre vous qui sont passés à notre table, je l'ai probablement déjà dit, partez avec vos forces. Peu importe ce dans quoi vous êtes bon, trouvez un moyen de faire du steampunk avec. Moi, je suis pas bon avec le tissu, c'est pour ça que je fais des gadgets. Daniel est fantastique avec ses bijoux. Ma femme fait des accessoires pour ses costumes. On a des gens qui font du dessin, des gens qui font de la coiffure, qui sont fait des trucs fantastiques. Des gens qui font des gâteaux steampunk, qui écrivent des histoires ou n'importe quoi, on peut faire. Il y a une femme qui me parlait aujourd'hui, je lui disais, travaille avec tes forces, mais avec ta petite famille, elle dit, moi, tout ce que je fais, c'est du crochet. Je dis, c'est fantastique, il y a moyen d'appliquer ça, j'ai jamais vu ça, du crochet. Je prends une approche steampunk, go! Comment je veux voir ça? Et là, après, vous pouvez vous étendre dans d'autres, dans des attitudes que vous avez un petit peu moins. Comme moi, justement, je suis pas bon en couture, mais tu sais, j'ai cousu des petites gears ici, j'ai cousu 20-25 boutons, ça m'a pris une semaine. J'aurais pas peut-être un costume en me disant, je vais me fabriquer un manteau d'hiver. Ça aurait été ridicule, je me serais pété la gueule. J'ai commencé à des trucs lesquels j'étais bon, mais là, je développe un peu, et à travers les communautés, demander aux gens, puis hey, je veux faire ça, c'est comme un petit morceau, je travaille pas le cuir d'habitude, mais je veux mettre un morceau de cuir, c'est quelqu'un qui peut me donner des trucs, le monde va vous aider. Puis là, après, je suis un peu plus à l'aise avec le cuir, là, je vais faire un plus gros morceau avec plus de cuir, petit étang, je veux mettre une petite lumière, quelqu'un va m'expliquer le petit circuit, puis on développe des styles, mais vous partez avec ça dans quoi vous êtes confortable, comme ça, d'un, vous avez moins peur un peu, puis vous allez faire quelque chose de fantastique, c'est clair. Donc, évidemment, sur la photo, on voit aussi des endroits sur Internet où on peut aller chercher de l'inspiration et des idées. Instructable donne énormément de tutoriels pour toutes sortes de projets, steampunk, des plus simples aux plus compliqués. Steampunk Montréal, nous aussi, on va régulièrement publier des choses qu'on fait, des trucs qu'on fabrique ou qu'on a trouvé nous-mêmes ailleurs qui peuvent être super intéressants. Facebook ou Twitter, une sorte de façon d'aller chercher l'inspiration, des idées, des conseils à peu près partout. Aussi, le steampunk, souvent, c'est basé à l'époque victorienne en Angleterre.
Mais un conseil que je vous donne, c'est prenez quelque chose de votre culture et faites-le en steampunk. On n'a pas encore vu des steampunk bûcherons. On a vu les couvreurs des bois steampunk. Moi, je veux boire une hache à vapeur. C'est limité ce que vous pouvez faire avec le steampunk. Vous pouvez avoir des directs steampunk. Il commence à avoir du asiatique steampunk. J'ai vu du steampunk chinois fait par un jeune asiatique. Je ne sais pas s'il était d'origine de Chine, mais c'était clairement inspiré de la Chine. C'était très steampunk. J'ai vu du steampunk africain, du steampunk indien. Et c'est en général ceux qui font mieux, c'est ceux qui partent, que c'est leur culture. C'était une africaine, c'était un indien et un asiatique. Moi, je ne sais pas s'il était chinois, mais peu importe d'où vous venez, si vous avez des origines écossaises, vous faites un écossais, c'est pas, ça peut être fantastique. Un irlandais, ça va pas. Une cornemuse à vapeur. Quelles sont les fausses idées à propos du steampunk? Une fausse idée qu'on voit souvent, c'est que le steampunk, c'est juste des gothiques qui ont découvert le brun. Premièrement, il y a tout l'aspect qu'on parlait de créativité, tout ça que je ne répéterai pas, mais qui est quelque chose qui est intrinsèque au steampunk. Et l'idée que tout doit être brun, je sais que moi je suis tout en beige et noir, fait que les bruns, je ne suis pas le meilleur pour dire l'exemple, mais on n'est pas obligé de se limiter au brun. On pense que tout était brun parce que les photos de cette époque-là sont toutes en sépia. Mais c'est une époque où, au contraire, ils ont découvert tout plein de nouvelles teintures avec le commerce qui se faisait un peu plus dans le monde. Et ils aimaient les couleurs. Et des fois, même pour nous autres, quand tu vois en couleur ce qu'il y avait, c'est comme oh, des habits rayés bleu et blanc avec une cravate jaune et un foulard rouge pétant. Et c'était le top de la mode. Là. Et on peut se jeter dans les couleurs, s'amuser. De toute manière, même les couleurs qu'il n'y aurait pas eu à l'époque, on peut les mettre, c'est pas grave. Ça, c'est un truc que souvent le monde pense, ah ouais, mais c'est pas brun, j'ai un truc rouge. Go! Fantastique. On peut mettre la couleur en main. Une autre des fausses idées qu'on a par rapport au steampunk, c'est que oui, on s'inspire du look victorien, mais on n'adhère pas aux idées ou aux valeurs de l'époque victorienne. L'époque victorienne, il ne faut pas oublier, c'était beaucoup dominé par les colonisateurs, l'Angleterre, les vieux pays. C'était une époque qui était très sexiste, où la femme avait un rôle vraiment très, très mineur dans à peu près tous les pays connus. Une époque aussi où le racisme c'était vraiment une institution d'esclavagisme ou quoi que ce soit. Puis dans le steampunk, autant au niveau littéraire qu'au niveau des bandes dessinées, des différentes mouvements artistiques, au contraire, on va bien au-delà de ces idées-là. On redonne aux femmes un rôle super intéressant de premier plan dans les œuvres artistiques. On invite une participation très, très, très équitable au niveau de toutes les communautés, de toutes les ethnies, qu'on est vraiment à l'encontre, le contre-pied en fait de ces valeurs-là, qui joignent de toute façon tout l'aspect punk, tout l'aspect contre-culture aussi qui est intrinsèque au steampunk. Ça, c'est notre chance avec le steampunk de réinventer l'histoire et d'en faire une version meilleure si on veut. Si on veut, on peut ramener les nazis et les tuer encore. En fait, on s'amuse à recréer une époque qui n'a jamais existé. On peut l'idéaliser un peu. On prend ce qui est bon du victorien, le respect qu'il y avait là-dedans et le fait d'avoir de la classe, tout ça. Mais on enlève un peu le côté un peu plate qu'il y avait en dessous, là, tous les trucs dont François parlait. C'est ça qui est le fun. Il ne faut pas penser que les steampunk, justement, sont des colonialistes qui veulent. Oui, il y a un certain trip british là-dedans, en fin des cas, mais c'est ça, c'est pas des idées auxquelles on adhère. On n'a pas compris. Moi, je viens de personne qui est sortie après que j'ai fait la joke de nazi. Je pense qu'on vient de perdre 4 nazis. Voyez-vous que le steampunk aura une influence sur la société et comment? On espère. Quand tu disais tantôt qu'il faut se rendre compte qu'on n'est pas aussi con que l'industrie devait nous le faire croire. Je veux dire, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, ils fabriquaient leurs tables, puis ils fabriquaient leurs meubles, puis ils n'étaient pas allés à l'école pour faire ça. Là. Ils étaient capables, ils se débrouillaient. On n'est pas plus con que ce monde-là était. Là.
Et on espère que ça va permettre aux gens de se réapproprier, même à l'extérieur de l'esthétique steampunk, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire les choses eux-mêmes. Moi, ça a déjà eu un impact. Je veux dire, il y a quelques semaines, j'ai trouvé une pile de planches que quelqu'un avait achetée, puis j'avais besoin d'une bibliothèque. J'ai fait une bibliothèque avec les planches que j'ai trouvées sur le bord du chemin. Puis ça, je l'ai fait exactement à la taille que j'avais besoin. C'est quelque chose qu'on espère que les gens vont. Ça va redonner ce pouvoir-là aux gens, puis un peu donner l'autonomie et le contrôle. Ben, ça, il y avait des belles valeurs. Je trouve que la galanterie, c'était une belle valeur. La chevalerie, tout ça. Puis, ouais, c'est ça, les duels. Ça dépend de duel de quoi. D'après vous, qu'est-ce que l'avenir réserve au mouvement steampunk? C'est ce que les gens vont décider d'en faire, effectivement. La communauté steampunk va pouvoir, on espère, garder le lead au niveau de ce mouvement-là, éviter justement que l'industrie ou le capitalisme en prenne le contrôle, puis garder les belles valeurs qu'on essaie de transmettre à tout le monde. En fait, ceux qui peuvent nous le dire, c'est vous autres. C'est vous autres qui allez le bâtir. Nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut vous faire comprendre que vous êtes capable de le faire. Parce que, comme on disait, ça fait peur au monde, mais si vous autres pouvez le bâtir, l'avenir va être steampunk. Ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qui est réservé à l'avenir du mouvement steampunk, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose que je pensais qu'il ne pouvait pas se faire en steampunk, je suis étonné. Il y a des télé-réalités steampunk maintenant qui sont en cours aux États-Unis. Ça, je ne le croyais pas. Wow! Aïe, Il peut que Justin Bieber. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur ici. Il n'y a pas un son steampunk, ça c'est clair. Il y a des sons qu'on peut associer au steampunk. Des fois, c'est le sujet. Comme je parlais à Nick Park, leur sujet est très steampunk. Ils parlent de Airship Pirates, ils parlent de trucs mécaniques, tout ça. Jardin mécanique ont certains sujets steampunk, les autres, c'est beaucoup dans leur esthétique et dans leur son. Ils vont fabriquer leurs instruments, ils vont patenter leurs instruments, ils ont un xylophone fait avec des clés suspendues au bout des cordes, là, ils ont des appareils. C'est pas des trucs qu'ils ont sur scène, malheureusement, c'est des parties préenregistrées, mais ça leur donne un son fantastique comme ça. Et ils vont s'inspirer des cirques de l'époque pour en mettre là-dedans, mais ils ont une guitare électrique et une bass aussi. Ils mêlent un peu les deux. Fait que souvent, c'est ça, c'est plus une approche. On peut pas dire la musique steampunk est comme ça, mais on peut voir quelque chose, ou entendre quelque chose dire ça, c'est steampunk. Fait que c'est un peu dans l'autre sens que ça se fait. Fait que il n'y a pas. Le mouvement steampunk, c'est pas défini un style musical, mais il y a plusieurs styles musicaux qu'on peut dire qui sont steampunk. Un peu plus dans ce sens-là. Oui, en fait, je vais demander s'il y avait eu beaucoup d'influence des grands inventeurs comme Nikola Tesla, surtout Nikola Tesla, mais mettons même des C'est ça, en partant de tout ce qu'on appelait tantôt les éditionnables, les romans à dissous qui sortaient dans les années 20 sur des inventeurs qui partaient au travers du monde à partir avec un cheval à vapeur, comme Frank Reed, je ne sais pas si ça dit quelque chose. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une influence de ce genre de littéraire-là au niveau de la base steampunk. Ça reste quelque chose qui revient assez fréquemment dans le mouvement. Oui, il y a même une bande dessinée, c'est Leonardo da Vinci Steampunk. Apparemment, l'histoire n'est pas très bonne, mais les graphismes, tout ça, c'est vraiment super bon. C'est un voyage dans le temps. Est-ce que vous croyez que, dans le fond, le steampunk remet un peu la valeur artisanale dans le fond, des travaux faits à la main, vraiment comme tu sais que ton gadget est fait à la main. Donc, est-ce que vous croyez que, dans le fond, le steampunk remet en valeur tous les trucs artisanaux qui étaient faits à la main dans le temps? Oui,
Je me demande si on pense que le steampunk remet en valeur l'aspect artisanal de la création maison, de la création individuelle. On pense que définitivement oui, puis même en plus, un des effets du steampunk, c'est vraiment la technologie palpable. Un iPhone, là, je veux dire, un casing, tu as une boîte noire, tu as une vitre, tu as 2 boutons, c'est à peu près tout, puis c'est très perturbant là, dans le fond. Mais nous, on met un mécanisme par-dessus, comme si on était capable de voir au travers de la machine, de voir au travers du boîtier, d'être capable de palper la technologie qu'il y a derrière ça. C'est ça qui est un des aspects aussi très intéressant. Puis tout ce qui est créatif, tout ce qui est individuel aussi au niveau de la création, c'est sûr que c'est central dans le mouvement steampunk. Puis à l'époque victorienne, les gens fabriquaient beaucoup plus des choses à la main qu'on fabrique en ce moment. En ce moment, on est vraiment dépendant des compagnies. C'est sûr qu'on ne peut pas construire un iPod dans son garage, mais on peut quand même fabriquer nos vêtements pour faire un costume steampunk nous-mêmes. Donc, c'est certain que ça incite les valeurs. En fait, paradoxalement, à l'époque victorienne, justement, il commençait à avoir de plus en plus d'objets fabriqués en masse. Puis les gens commençaient à se rebeller un peu contre ça. Puis il y avait un mouvement dans l'époque victorienne d'aller chercher des choses faites, des choses uniques, des choses créatives. Les gens s'ouvraient un peu aussi au niveau des voyages, puis allaient chercher des souvenirs en Afrique, en Asie, pour décorer leur maison, puis dire, regardez ça, là, c'est pas fait en série, là, j'ai été chercher moi-même à Tombouctou. Ça vous dérange si je demande en anglais? No, no, no. No problem. For those of you who create trinkets and jewelry, do you prefer working with copper or brass? Le laiton. Moi, j'aime beaucoup le laiton, mais ça aborde quand même un élément qui... Normalement, on a un panel sur les gadgets aussi. Malheureusement, on n'a pas eu l'espace pour le faire cette année, mais c'est un truc qui est quand même important. Les gens ont peur de ces matériaux-là. Mais la meilleure façon, tu sais, on veut faire quelque chose qui ressemble à du bois, du brass, du cuivre, puis du cuir, tout ça. Et la meilleure façon, c'est de prendre du bois, du brass, du cuivre, et du cuir. C'est le meilleur truc, et c'est des matériaux qui se travaillent plus. On est habitué de voir du plastique partout. Le plastique, on n'a pas peur, on a tout son œil en plastique, mais ça se travaille mal du plastique, ça casse, ça fond. C'est des matériaux qui travaillent très bien. Faire attention au métal, par exemple, ça devient très chaud dès qu'on met ça sur n'importe quel power tool. Porter des gants, porter des goggles. Mais moi, le brass ou le cuivre, les deux, moi je préfère l'esthétique du brass, mais souvent c'est plus facile de trouver, surtout tout ce qui est tuyau, ça se trouve mieux en cuivre. Oui, mais du cuivre aussi, parce que les deux ont des propriétés différentes. Travailler du cuivre, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus malléable, tandis que du laiton, c'est très dur. Si on veut un fil de laiton, ben, il va comme il va springy. Oui, c'est très springy, par exemple. Très souvent, avec le steampunk, il y a une allure un peu plus sombre qui est associée à ça, un peu gothique, justement. Peut-être avec toute la vapeur, la machine, au niveau industriel, au niveau. Est-ce qu'il existe des variantes steampunk moins déprimantes? Oui, ben, il me semble que le Golden Compass, là, comme le film, le Golden Compass, c'est un environnement steampunk. Oui, c'est quand même assez dark quand même, Golden Compass. Mais oui, ça peut très bien. Moi, mon personnage, c'est un sane scientist. C'est un scientifique qui n'est pas fou. Parce que c'est rare, apparemment. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une influence quand même assez dark. C'est sûr qu'avec des trucs comme Frankenstein et Dracula qui ont été très populaires à cette époque-là, Sherlock Holmes, qui avait des éléments un peu dark aussi. Et bon, l'influence qui est d'une autre époque, mais H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu, ces trucs-là. Le monde aime, quand ils mettent du fantastique, en général, c'est assez dark. Mais regarde, il y a des freaks steampunk aussi, là, qui sont très. Des feux mécaniques, des trucs comme ça. Nous autres, en général, on ne donne pas dans le très sombre. Personnellement, on aime en général ce qui est assez plus happy un peu. Parce qu'il y a le côté positif, vient beaucoup de l'optimisme, du côté qu'avec ces merveilleuses technologies-là, le monde va être tellement meilleur. Et ça, c'est l'optimisme du setting. Mais c'est toujours fun qu'il y ait un vilain pour utiliser cette technologie-là contre les vilains. Il y a un peu d'histoire.
Mais c'est vrai qu'aussi à l'époque victorienne, les gens étaient optimistes, beaucoup plus par rapport à la technologie. Les gens voyaient la technologie comme étant quelque chose qui était pour améliorer notre vie, notre futur. Arrive l'époque nucléaire, puis on déchante un peu. Là. Fait que ce qui est le fun du steampunk, c'est de revenir un peu à cette espèce de naïveté là, par rapport à la technologie. Tout en restant critique. C'est aussi, c'est dur un peu de voir que les technologies qui fonctionnent avec la vapeur, avec du charbon, des cheminées, que ce monde-là devrait être parfait. Donc déjà là, c'est un peu dark. Là. On peut s'imaginer qu'il y aurait peut-être beaucoup de smog, puis les gens porteraient des masques à gaz aussi, possiblement on voit ça beaucoup. Puis il y a une tendance à rendre le steampunk post-apocalyptique, sur le bord de l'apocalypse. Parce que justement, bon, il peut y avoir des technologies comme le zèle de ces inventeurs-là a été trop loin et ils ont créé, par exemple, dans un livre, il y a un tank énorme, un tank géant qui est aussi gros qu'une ville, qui fonctionne à vapeur et qui détruit les villes. Donc, souvent, il y a ça dans ce steampunk. Parfois aussi, quand on parle de post-apocalyptique, les gens vont. Ça peut être un setting où il y a eu un semi-apocalypse, la civilisation a été pas mal détruite, c'est en train de reconstruire et ils n'ont pas encore remaîtrisé l'électronique ou tout ça, mais ils ont découvert l'électricité de base, la vapeur, et ils reconstruisent un monde un peu anachronique, dans une philosophie différente du victorien, mais qui peut récupérer certains éléments, mais une technologie qui est plus proche de la vapeur, mais qui peut avoir des éléments plus avancés aussi, donc c'est une bonne façon de faire de l'anachronisme. Non, on essaie de travailler les métaux d'origine. On ne les travaille pas nécessairement avec les outils d'origine, par contre. Le côté, ça, c'est un truc qu'on parle normalement dans l'autre annonce, mais je pense qu'on peut tous entendre qu'un des meilleurs outils à avoir, c'est un Dremel. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu l'enfant bâtard entre une drill et un tournevis électrique. C'est comme une petite drill qui tourne très vite et on peut mettre à peu près 1 million d'attachements au bout. Ça drill, ça polie, ça coupe, ça pèse, ça sable, ça fait un peu tout. C'est pas le meilleur outil pour à peu près rien, mais ça peut faire à peu près tout. Si vous avez un outil électrique à vous acheter, mettez 30$ sur un Dremel, puis vous êtes parti pour un bon bout. Là. Vous allez vous débrouiller, vous allez faire plein de choses. J'ai bâti ça au complet avec mon Dremel. Et souvent, les matériaux aussi, aujourd'hui, on les trouve dans des formats qui sont plus pratiques. On n'achètera pas un bloc de brasse. On va acheter des feuilles, des tubes ou des coins. Où est-ce que j'ai mis la manette? J'ai ma manette de Wii que je me suis fabriquée, qu'il y avait des coins déjà faits. J'ai eu juste à les couper et à les limer avec une meule. Oui, juste ça. J'ai acheté une meule exprès, parce que j'étais tanné. Parce que j'ai réalisé qu'un prisme rectangulaire, ça a 12 côtés, il y a 12 arêtes, et chaque arête a 2 bouts, et qu'à chaque bout, il y a 2 angles. Fait que j'avais 48 angles à faire avec le bon angle et la bonne longueur. C'est différent. Mais oui, on utilise des outils modernes, là, je dirais, une Dremel, une drill. Moi, j'ai ma perceuse à colonne, qui est le gros luxe que je me suis payé l'année passée. C'est fantastique. Là. Mais oui, on n'a pas de forge, en effet. De toute façon, à ce moment-là, c'était un peu plus la métallurgie qui commençait à mouler le métal, à le faire fondre. Mais c'est ça, c'est pas si difficile que ça. Avec les outils d'aujourd'hui, c'est assez facile. Quelqu'un d'autre? Oui. Souvent, j'ai entendu qu'il y avait comme un lien aussi entre le steampunk et le transhumanisme. Je suis pas familier avec le terme transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'amélioration de améliorer. J'ai vraiment vu ça en général. On va plus voir justement mettre la mécanique, des choses de même. Des genres de cyborg, mais comme mécanique plutôt qu'électronique, comme ce qu'on verra aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est un genre, c'est un thème qui est récurrent dans ces pommes. Il y a certains ouvrages de la série de Scott Westerfield où il transforme des darwinistes, transforme des animaux en espèce de super machine et une baleine en dirigeable ou des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui est super répandu dans ces pommes. C'est un thème intéressant, mais on trouve ça dans cette œuvre-là en particulier.
un élément qui est important, aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est pas nécessairement relié à ça, mais je pense que ça vaut la peine de spécifier. Souvent, on ne se prend pas trop au sérieux dans le steampunk. Mon backpack, là, qui est un cellulaire victorien, là, c'est un backpack au complet, c'est juste un télégraphe. Des fois, je dis que ça a presque 140 verges de portée. Des fois, on fait ça volontairement un peu ridicule, parce que des fois, on regarde les technologies de cette époque-là, ils faisaient les premières expériences, puis ils n'étaient pas nécessairement allés dans la même direction qu'on est allé en bout de ligne. Vous regarderez les photos des premières machines à écrire, c'est absolument inutilisable. On peut pouvoir taper à peu près 2 mots minutes là-dessus, ça allait plus vite avec un télégraphe. Mais on s'amuse avec ça des fois et on va volontairement créer des choses qui ne sont pas vraiment. On complexifie pas que ce soit du trouble, que ce soit compliqué. Moi, je m'y file pas isolé, qui traîne, ça a l'air dangereux. On s'amuse avec ça, puis on peut faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Ça, c'est une partie du fun. Seule fois, il y avait, je pense que c'était l'année passée, il y avait une cérémonie, puis il y a beaucoup de gens qui ont commencé à taper des mains. Hey, ça serait cool d'avoir une machine qui tape des mains pour toi, tu sais, la crinque, là, parce que ça prend plus d'énergie la crinquer que ça prend d'énergie pour taper des mains, tu sais. C'est ce genre de choses-là. Ceux qui se souviennent de Back to the Future 3, il y en a une machine à faire de la glace, une espèce d'enfer immense à vapeur, ça prend une pièce quasiment grande comme ici pour faire rouler, puis ça sort 2 cubes de glace. Un exemple typique de steampunk. C'est sûr que si on peut, c'est le fun, parce que si ce que tu fais, c'est une machine, à demande si c'est encouragé que les créations marchent. Moi, c'est mon truc. J'en ai qui ne marchent pas, j'ai ma canne électrique, mais c'est drôle parce que tu sais, mon truc, mon sel, tu sais, j'ai la clé, puis le piston, puis les qui tournent, puis la lumière qui flash. Ça, c'est articulé, même s'il n'y a aucune pièce mécanique là-dedans. J'ai des lumières sur mes goggles. Puis là, quand je leur montre ma canne électrique, puis je dis à carte l'électricité dans l'air, puis elle lance des éclairs, puis ça marche-tu pour ouvrir? C'est étonnant, j'ai vraiment beaucoup de monde qui me le demande, parce que le reste bouge, fait quelque chose. Ça aide à l'illusion. Mon backpack, il n'envoie aucun signal pour vrai. Mais mon excuse, c'est que j'en ai jamais bâti un deuxième, donc j'ai personne à qui parler. Il marche, mais j'ai personne à qui parler. Mais moi, je trouve ça le fun si on est capable de rendre ça que ça bouge. Des fois, ça peut être juste simple, ou juste que ça ait l'air. Des fois, c'est juste l'illusion. C'est pour ça, quand je disais les gears, c'est plus fun d'en mettre. Quand tu mets 2-3 gears qui ont l'air d'être emboîtés ensemble, c'est comme. Tu as l'impression que dans certains cas, ça va se mettre à tourner pour faire certaines opérations. Même si présentement, ils ne tournent pas. C'est comme ici, tu sais, mes gears sur mon bras. Et c'est sûr que si vous pouvez faire que quelque chose bouge, ou des fois, c'est très simple. Par exemple, j'ai vu beaucoup de bijoux qui sont faits avec l'intérieur d'une vieille montre de poche. Et il y a le petit balancier à l'intérieur, et ça, c'est fait pour se craquer juste quand tu bouges, ou t'as ta montre, t'as ton collier, ou ta broche, tu veux juste marcher, il y a un petit morceau qui bouge dedans, tout seul. Puis là, t'as l'impression qu'il y a tout un mécanisme qui fonctionne, alors qu'en fait, il n'y en a pas. C'est sûr que si on peut, c'est pas obligé, parce que des fois, ça peut être compliqué pour certaines choses. Quand on peut, c'est sûr que c'est le fun. Bon, mais merci beaucoup d'être venu à notre panel. C'est encore le demain, notre deuxième